Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va préparer ensemble la semaine du 4 novembre. On a une semaine très chargée. Alors, on va commencer comme d'habitude par l'agenda de la semaine. Donc, tous les lundis matins, on prend l'agenda de toute la semaine pour savoir un petit peu comment va se dérouler la semaine et avoir les temps forts pour savoir un petit peu comment va se dérouler notre trading. C'est important d'avoir une vision un peu plus globale des marchés. On sait qu'il y a deux événements principaux cette semaine avant de commencer, puisque tout le monde en parle, sont les élections américaines. Donc je ne vais pas revenir dessus ou très rapidement parce que voilà, il y a beaucoup de médias qui en parlent et tout le monde le sait. Mais il y a aussi la réunion de la Fed qui est très très importante, puisque c'est quand même lui qui va diriger la monnaie et pour lequel on va attendre quand même un effort cette semaine. Alors pour rappel, la semaine dernière, il n'y a pas semaine dernière, donc pour la semaine dernière, je vais vous montrer juste les stats de vendredi. Donc on a eu ce qu'on appelle le non-farm payroll, le chiffre de l'emploi américain. Et on attendait à ce que l'économie américaine crée un certain nombre d'emplois. Voilà, création d'emplois dans le secteur non agricole. On s'attendait à ce qu'il y ait au moins... donc ça c'est les prévisions, 223. Le précédent. Voilà, prévision précédent. Donc vous avez... Attendez, le chiffre, il est par là, voilà. Et on n'en a créé que 12 000. Donc on a un vrai problème sur l'emploi. On a un taux de chômage qui est resté à 4,1%. C'est ce qu'on espérait. On espérait, entre guillemets. Donc il n'y a pas eu mieux dans tous les cas. Il faudrait qu'il redescende un peu. Mais là, on est passé au-dessus des 4%. Donc pour les États-Unis, c'est déjà important comme taux de chômage. Bon, ça reste bas. Hein. Nous, en Europe, on est à 6,3 ou 6,4%, ce qui est le plus bas depuis la création de l'euro. Mais on n'a pas tout à fait la même structure de l'emploi. Donc pour les Américains, c'est quand même un élément important. Et ces 12 000 là, en fait, sont un vrai chiffre négatif sur l'économie, puisque l'économie américaine n'a pas créé de nouveaux emplois. Si au prochain non-farm payroll, on a une destruction d'emplois, c'est bien que la Banque centrale américaine sera allée trop loin dans sa position, c'est-à-dire dans maintenir ses taux élevés pour lutter contre l'inflation, inflation qui est revenue sur ce que tout le monde attendait, voire un petit peu mieux que prévu. Alors, aujourd'hui, on va avoir des PMI, donc ça dans pas très longtemps. Vous avez le discours de Banque centrale, mais comme on n'est pas très très loin, en fait, parce que lui, c'est le discours de Nagel, c'est le président de la BOBA allemande, c'est-à-dire de la Banque centrale d'Allemagne, mais siège à la BCE tous les banquiers centraux des pays membres de l'euro. Donc vous avez le comité principal, dont la présidente est Madame Lagarde, mais vous avez aussi tous les présidents de chaque banque centrale, bien entendu. Donc évidemment, l'Allemagne est le pays phare de la BCE, puisque c'est grâce à eux que l'euro tient tête, bien entendu, avec bien sûr la France, l'Italie et l'Espagne un petit peu en deuxième, mais reste aussi des pays importants. Puis après ça, on a tous les autres pays. Donc voilà, ça peut être un discours important, mais sachez que comme on a eu la réunion de la Banque Centrale Européenne il n'y a pas très longtemps, on n'aura pas beaucoup de nouvelles informations. Donc ça reste une news importante, mais cette news devient importante quand on s'approche de la réunion de la Banque Centrale. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'informations. On va rester sur un marché assez tendu, on va regarder ça après. En tout cas sur la partie économique, on va regarder après sur la partie résultats d'entreprise. Alors pour mardi, donc le soir, on a l'élection présidentielle américaine. Alors, on a le 5 novembre les premiers résultats. Il faut savoir qu'il va y avoir des recomptages, qu'il va y avoir des contestations. Et les États-Unis, ça fonctionne par État, c'est-à-dire que ce sont des grands électeurs qui vont élire le président. Donc, la population va élire les grands électeurs et ce sont ces grands électeurs qui vont voter en lieu et place de la population. Mais ces grands électeurs, en fait, on va quand même recompter et puis ça fonctionne par État. Donc, il suffit qu'il y ait un État sur lequel il y a un problème, surtout un État qui pèse par rapport à un autre et on va pouvoir revenir dessus. Donc les résultats élections américaines sont annoncés pour le 5 novembre. Vous avez pas mal d'émissions qui commenceront à partir de 18h, ce que j'ai vu sur le programme. Vous verrez le lendemain, à mon avis, le soir même et le lendemain. En tout cas, c'est des sujets toujours intéressants. Donc c'est un sujet qui est important. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de connaître le résultat. Comme ça nous permet de partir sur de nouvelles choses et pas d'être dans l'attentisme. Sachant qu'ils sont tous les deux sur certaines politiques assez concordantes, c'est-à-dire hausse des douanes, protectionnisme, donc réindustrialisation des États-Unis. Donc c'est pas forcément bon pour le business en Europe, que ce soit ou en Chine non plus, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, ce sera le même
Ce sera le même sujet. Ils ont des politiques assez communes sur certains éléments. Donc peu importe celui qui va être élu, entre guillemets, sur cette partie-là. Après, sur la partie guerre économique avec la Chine, Donald Trump sera beaucoup plus agressif. Et sur les conflits mondiaux, ce sera un petit peu plus agressif. Ils ont tous les deux aussi l'intention d'augmenter la production de pétrole des États-Unis, puisque les États-Unis sont devenus exportateurs de pétrole grâce au gaz de schiste, alors qu'ils étaient importateurs. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau du prix du pétrole. Dans tous les cas, ils sont pro-pétrole dans tous les cas. Enfin, tous les deux, pardon. Donc on a discours de Mme Lagarde, alors c'est toujours 3 étoiles bien entendu, mais comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas grand changement par rapport à ce qu'elle nous a dit il y a 10 jours. Donc pour l'instant, il n'y a pas de crainte à avoir sur cet élément-là. C'est quand on arrive à 2 semaines de la réunion de la Banque Centrale Européenne qu'on peut commencer à se poser des questions. Donc on a les PMI, ça sera demain, hein, tout ça c'est demain. Donc on a quand même une séance qui va bouger un petit peu plus. On est revenu sur un... Attendez. On est revenu sur une heure classique, c'est-à-dire que les États-Unis ont changé d'heure ce week-end. Donc on est bien, l'heure de décalage n'est plus, donc la séance commence bien à 15h30. Et c'est pour ça que vous voyez les statistiques à 14h30 maintenant, donc c'est 8h30 pour eux. Mercredi, donc on aura le résultat des élections américaines, hein, puisque ce sera mercredi matin. En tout cas, ça sera dans la nuit de mardi à mercredi. On aura au moins l'information, une première information qui va nous intéresser. On aura au moins le résultat. C'est ça qui sera bien et on va pouvoir se concentrer sur autre chose. On verra un petit peu comment ça va se passer. Mais voilà, si c'est Donald Trump qui est élu, sachez qu'on aura pas mal de soubresauts qui seront liés notamment à des tweets, à des informations, à des guerres commerciales avec la Chine comme on a eu. Donc à chaque fois que vous aurez un G7 ou un G20, méfiez-vous, vous risquez d'avoir des soubresauts dans la semaine qui précède. Donc de toutes les façons, toujours des stops, bien entendu, automatiques si possible, comme ça il n'y a pas de différence entre le moment où vous passez votre ordre et le moment où votre stop est positionné. Mais voilà, tous ces éléments sont importants à garder en tête. Donc mercredi, on a quelques stats, mais voilà, ça sera on verra surtout le résultat des élections américaines. On est en période de pré-Fed aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on a la Fed qui pour une fois sera le jeudi 7 et pas le mercredi 6, puisque d'habitude c'est mercredi. Et donc jeudi 7 novembre au soir, nous avons la Fed. Donc jeudi 7, on a une journée assez chargée en statistiques, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de stats sur l'Angleterre aussi. Sachez que si vous voulez traiter le GBP, l'euro GBP, le 6B sur les futurs, c'est plutôt intéressant aussi à traiter à ce moment-là. Donc on a jeudi inscription hebdomadaire au chômage, comme d'habitude. Et vous avez, comme je vous l'ai dit, à 20h le communiqué du FOMC, donc c'est-à-dire est-ce qu'on a baissé d'un quart de point les taux, c'est ce qu'on attend tous, vu la première stat que je vous ai montrée, c'est-à-dire les 12 000 nouvelles offres d'emploi et pas 250 000 ou 100 000 ou 150 000 comme on a l'habitude d'avoir chez eux, mais juste 12 000. Donc ils devraient baisser ces taux au moins d'un quart de point, peut-être d'un demi-point, ce sera une bonne surprise, on verra. Si c'est trop, ça pourrait être aussi assimilé à une récession en cours aux États-Unis, c'est un petit peu le sujet. Donc pour l'instant, on va voir comment il va réagir sur ce communiqué. Et 20h30, la conférence de presse. Donc surtout, ne jouez pas ces chiffres-là, bien entendu, pour ceux qui traitent le soir. Ne mettez rien dans les carnets, passez pas d'ordre, laissez le mouvement se faire. Et vous regarderez après, une fois que la conférence de presse sera terminée, si jamais vous avez envie de venir là-dedans. Vous n'aurez pas de régularité, vous aurez des mouvements assez nerveux. Avant ça, on risque d'avoir un marché en range, entre 2 bornes, malgré la publication des élections américaines. On va voir un petit peu, donc, en tout cas, mercredi, jeudi, pas mal d'actualités de mouvements. Vendredi, ce sera le lendemain de la Fed, donc ça va bouger aussi. Et puis vendredi, on a l'indice Michigan, donc l'indice Michigan qui est toujours 2 étoiles et pour nous qui fait bouger les marchés. Donc méfiez-vous quand même à ça. Mais ça, on le verra ensemble au fur et à mesure tous les matins. Donc ça nous permet en tout cas de préparer la semaine, de voir qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, pas beaucoup de statistiques, même aux États-Unis. Et donc, à part à 16h, voilà, les commandes d'industrie, mais s'il y a une grosse différence dans ce chiffre, ça peut faire quelque chose. Sinon, vous voyez, c'est juste une 2 étoiles. Donc cet après-midi, on va essayer de bien respecter ces niveaux. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Et alors, on est en ce moment sur le deuxième calendrier des résultats. On est en session d'annonce de résultats, puisqu'on est sur la fin du 3e trimestre. Et ce qui va nous intéresser, ça va être... Alors, aujourd'hui, on n'a rien de spécial, c'est-à-dire de
très très grosses sociétés qui font bouger les marchés. On a des très belles sociétés, bien entendu, mais pas qui font bouger les marchés. Et ce qui va nous intéresser, c'était surtout, on va revenir sur la journée de vendredi. Voilà. Et vendredi, donc, on avait du pétrole. Donc, le pétrole, pour le coup, c'était assez positif. On n'a rien de spécial. Ils ont publié avant l'ouverture de marché, donc ça a été fait. Donc, on n'avait pas, comme la semaine passée, un Google, Microsoft, Meta qui publie le soir même et dont on a le résultat le lendemain sur les marchés. Donc, on est aussi calme pour ça. Sur cette semaine, au niveau des résultats, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Je sais que le 20 novembre, il y a Nvidia, donc elle est assez tard. Hein. Elle est toujours une des dernières à publier. Vous voyez que les listes sont assez longues. Voilà, mardi, Ferrari pour ceux qui aiment bien. On n'a pas grand-chose, donc c'est classé par capitalisation boursière. Hein. C'est pour ça que je passe assez vite les listes. Voilà, donc Toyota. Qualcomm, voilà, il y a Qualcomm qui va faire paraître ses résultats le mercredi 6. On regardera sur Finviz l'intérêt de Qualcomm, mais sachant qu'AMD a déjà publié, à moins que ce soit un chiffre désastreux, on devrait pas avoir un impact trop important. Jeudi, on a Airbnb, voilà, mais qui reste une petite, hein, 86 milliards de dollars de capitalisation, on n'est pas dans les trilliards. Hein. Et on va regarder un petit peu tout ce qu'on a sur les journées d'après. Voilà, on descend assez vite, hein, vous avez vu que ça... Et vendredi, voilà, on n'a rien de spécial. Donc on aura vraiment la prochaine, le 20 novembre, ce sera Nvidia. On aura déjà la publication d'une très grande partie de ces sociétés. Pour rappel, si vous voulez voir un petit peu quand ont lieu les résultats et les conférences, les réunions des banques centrales, vous avez ici sur Investing, dans les petits carrés, un des derniers carrés ici, le taux des banques centrales, vous avez aussi la date de prochaine réunion. Donc pour la BCE, ce sera le 12-12. Donc je vous ai dit qu'il y avait une conférence aujourd'hui du directeur de la Banque centrale d'Allemagne. Mais on est assez loin de la prochaine réunion, donc on est très proche de celle qui vient de sortir. Et donc on n'aura pas un discours très changeant pour l'instant. Donc on a 7-11, donc vous avez vu la Fed. On aura aussi la Bank of England. Et la BCE, ce sera le 12-12. Donc voilà, une fois qu'on aura passé la Fed, on aura un marché qui sera un petit peu plus décisif, en tout cas qui aura plus de direction. Ça, c'est pour préparer ma semaine. Donc aujourd'hui, plutôt calme. Alors Bloomberg, moi je vais prendre Bloomberg comme site d'information. Je vais essayer de vous le mettre en français. Ça ne fonctionne pas toujours, mais en général, c'est plutôt efficace. Voilà. Donc sur Google Chrome, vous avez la traduction automatique. Donc bien entendu, on a eu sur ce week-end encore des oppositions et pas mal d'éléments sur la campagne électorale. C'est vraiment ce qui va jouer. Vous avez sur la droite là les 3 news importantes pour voir un petit peu ce qui change dans les choses. Vous voyez que le géant chinois, alors le géant chinois LVMH, non, je pense pas, non. On va se remettre en anglais. Voilà, en fait comment ça s'appelle, les ventes en Chine ont fortement baissé. Ça a été annoncé par Estée Lauder aussi, qui est très dépendant du marché chinois. Donc on a vraiment une baisse de la consommation en Chine, qu'on a ressenti aussi sur le pétrole, puisque ce sont les premiers importateurs mondiaux de pétrole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a eu un plan de relance et ça a permis au pétrole, ou en tout cas ça a provoqué chez le pétrole une baisse de quelques pourcents du jour au lendemain. Donc la consommation en Chine est très importante et en fait elle retarde tout ça. Quand vous regardez un petit peu depuis le début de l'année, le S&P est déjà à plus 20%, le DAX à plus 15% et le CAC 40 est à moins 1,5%, tout simplement parce qu'on est très guidé par le luxe entre LVMH et Hermès qui sont sur la tête du CAC 40. Donc on voit un petit peu... Voilà. Et puis la dernière petite news sympathique, une vague de champignons rares mais mortels, largement passée inaperçue. On verra comment ça se passe. Hein. On a déjà eu le Covid, on a eu pas mal de choses, mais bon. Donc voilà, sur les news en elles-mêmes, pas beaucoup de choses. On a vu aussi Warren Buffett qui a fortement réduit, donc il est en cash, excessivement en cash. Il a plus de 375 milliards de cash dans son fonds.
Et il a fortement réduit ses parts dans Apple aussi. Et il continue à réduire ses participations sur les marchés. C'est un très bon indicateur des marchés, puisque Warren Buffett, en général, une fois que le marché est bien monté, va se mettre liquide, va laisser le marché descendre et va revenir à l'achat. Alors lui, il va faire des opérations sur des mois, voire des années. Donc c'est pas non plus parce qu'il a sorti sa participation que ça va être la catastrophe. Mais voilà, méfiez-vous. C'est vrai qu'on est déjà bien monté. On commence à avoir des signes. Donc si vous voulez investir, attendez peut-être au moins la réunion de la Banque centrale américaine et le résultat des États-Unis pour prendre vos décisions d'investissement. On va faire un petit tour de toute façon sur les différents marchés. On va revenir là-dessus d'ailleurs. Alors, voilà. Donc on a un petit carré assez simple ici qui nous permet de suivre les éléments principaux. On a un euro-dollar, on avait signalé dans un morning il n'y a pas très longtemps qu'à 1,08 ça devenait un signal d'achat assez intéressant. Effectivement, vous voyez qu'il rebondit pas trop mal puisqu'il vient de 1,11. Et en général, quand il descend à 1,7, 1,06, 1,07, voire 1,08, il devient un produit intéressant à prendre en portefeuille. Sur les indices européens, donc c'est plutôt calme, hein, plus 0,20 et ça ne bouge pas beaucoup. On a le VIX, donc ce qui nous intéresse beaucoup, il est plutôt à 20. On avait des 18,5 la semaine dernière. On a deux éléments importants cette semaine, comme vous le savez, donc on va avoir un peu de volatilité, ça c'est normal. Donc on va garder les marchés un petit peu élevés. Sur le parti des matières premières, donc le Brent revient un petit peu à l'attaque. On est à 74, WTI à 71. Donc on avait dit aussi la semaine dernière que ça commençait à être un signal intéressant de rentrer en portefeuille. Tout simplement parce que on arrive, vous allez voir sur l'indice technique juste après, qu'à chaque fois qu'on arrive dans ces niveaux-là, on a une opportunité qui n'est pas négligeable. Sur l'or, c'est une valeur refuge, hein, donc on reste quand même sur quelque chose d'assez haussier, hein, puisqu'on vient de 2000 il y a un an, on est à 2700. Alors c'est normal que dans une période, une tendance haussière, on ait des vagues de retracement, ça c'est tout à fait logique. Et puis sur la partie des cryptos, elle reste quand même assez élevée, hein, donc je parle moi que du Bitcoin, ça reste quand même assez élevé, on n'est pas loin des plus hauts, 72 000. On n'est pas loin des plus hauts parce que c'est aussi une valeur refuge, c'est devenu en tout cas, et parce que aujourd'hui, Trump est assez favorable à tout ce qui est crypto et à développer cette partie-là. Donc s'il est élu, il y a forte chance que ça peut monter. Il faut savoir que les ETF sur les cryptos ont aussi gagné 2,2 milliards de collecte la semaine dernière. Donc les gens reviennent un petit peu sur ce domaine. Ça suit, hein, dans tous les cas. Dès que vous avez une hausse, les gens vont suivre. Dès que le marché va descendre et que le marché va rebondir, les gens vont vite se dépêcher pour revenir dessus. Sur la partie d'actualité dans l'immédiateté, on n'a pas grand chose, hein, vous voyez, bon, il y a un petit peu de news. Il y a un petit peu de news, mais il n'y a pas d'immédiateté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, voilà, par exemple, des news comme ça qui tombent, donc si jamais vous avez le marché qui bouge, n'hésitez pas à venir sur ce média. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, donc vendredi. Donc on a eu un bon retour, en tout cas du secteur des semi-conducteurs, du secteur de la technologie. Apple souffre de la Chine. La Chine va refaire des plans de relance. Donc on a quand même quelques grosses technologies qui sont dépendantes de la Chine, de leurs ventes en Chine. Donc voilà, ça joue un petit peu sur la consommation mondiale. Donc on est vraiment tous imbriqués les uns dans les autres, notamment sur la consommation mondiale. On va faire un petit tour sur le S&P 500, celui qui nous intéresse dans un premier temps. Donc en daily, vous voyez qu'on est revenu sur notre résistance 5730. On va grossir un peu là. Voilà, on a un acheteur dans cette zone-là, 5730. Donc à chaque fois qu'on arrive dans cette zone-là, voilà, 7730, 40, ça reste des zones, hein, puisqu'on est en daily, donc ce n'est pas des points précis. On reste sur un niveau important. Je passerai éventuellement à l'achat sur cette zone-là si on redescend un petit peu, mais à voir. Il faudra faire attention si jamais le marché continue à descendre. On va surveiller en tout cas cette zone, et on avait une zone sur le haut qui était coiffée à 5915, celle-là on l'a depuis longtemps. Et donc on est compris entre ces deux zones, et pour sortir de ces deux zones, il nous faut une news, une stat
quelque chose d'important. Et on va avoir deux éléments importants cette semaine qui vont être donc les élections américaines et la réunion de la Fed. Donc aujourd'hui, certainement une journée calme, éventuellement en légère hausse. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est donné. J'ai pas. Alors attendez. Je vais vous rajouter. Daily Change, on va regarder un petit peu ça. Voilà. Donc on a plus 0,7% sur le marché pour l'instant. Donc on est vraiment dans l'incertitude, dans l'attente de ce qui va se passer cet après-midi. Il se peut qu'on ait une séance un peu comme on avait eu, si je dis pas de bêtises, ça doit être lundi ou mardi dernier, avec un marché compris en taux de range qui ne bougera pas fortement beaucoup. Sur le Nasdaq, on a un marché qui a retracé un petit peu plus. Voilà, donc vous voyez que sur le S&P, on a bien une tendance haussière long terme, et sur le Nasdaq, on a cette tendance haussière qui est toujours là, mais qui est coiffée par cette résistance là, sur cette zone là des 20 800, 20 800, entre 20 800 et 20 900, et qui a du mal à la passer et qui revient sur un support également. Voilà, donc ils sont compris, les deux indices sont compris entre deux bornes. Le Nasdaq était déjà venu chercher ces bornes-là et puis a beaucoup plus retracé. C'est un indice qui bouge beaucoup plus. Un indice technologique qui est très dépendant et qui peut aussi dépendre d'une grosse compétition et une grosse guerre commerciale qui pourrait se livrer les États-Unis et la Chine si jamais Trump est au pouvoir. Donc on verra, on va surveiller un petit peu tout ce secteur. En tout cas, on est bien coiffé là, on est bien coiffé là-dessus en hauteur par toute cette zone-là. Donc ça sera pour passer ici, Fed, élection présidentielle éventuellement, ou pour passer en dessous, même principe. On peut partir dans les deux sens, donc dans cette incertitude. Et en attendant une vraie news, soyez prudents, mettez des petites tailles, bien sûr toujours des stops, et éventuellement pour ceux qui ne voient pas grand-chose sur le marché, ce qui arrive, ne traitez pas si vous n'avez rien de spécial sous les yeux. Sur le pétrole, donc on avait déjà vu ça sur le morning de la semaine dernière. Donc ici on est sur du CL, donc c'est le WTI, West Texas Index. On est sur du futur, mais vous avez la même chose sur le cash. Vous avez un marché qui, à chaque fois qu'il arrive dans cette zone, vous voyez que on a un peu plus là. Attendez. Si je vous augmente le nombre de jours, on va faire ça. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive dans cette zone, 65, 67, on a des acheteurs. On a un deuxième élément sur le pétrole qui est venu un petit peu agrémenter tout ce qu'on pense sur justement cette hausse du pétrole sur long terme. C'est que l'OPEP s'est réuni et a bien expliqué qu'il ne souhaitait pas pour l'instant relancer la production de pétrole en attendant comme il l'avait prévu. Donc ils vont attendre un petit peu pour relancer tout ça, parce qu'ils souhaitent bien entendu que le pétrole reste un pétrole cher. Alors tout le monde maintenant, même les États-Unis qui sont exportateurs, souhaitent que le pétrole reste cher. Donc tous ces éléments en fait jouent pour que le pétrole, dès qu'il arrive dans les 65, 67, reste dans cette zone-là, et on a toujours une action, une interaction de quelqu'un dans cette zone. On a un deuxième élément qui est macroéconomique qui est important. Alors je voulais vous montrer quelque chose justement. C'est une image que vous avez déjà vue, je pense, mais je vous la remontre parce qu'elle est importante et je trouve qu'elle explique bien. Alors attendez, bougez pas, c'est pas ça. Voilà. Alors, on va essayer de grossir un peu cette image, quitte à la couper un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le pétrole dans le Moyen-Orient? C'est un petit peu ça le sujet, le pétrole dans le Moyen-Orient, comment ça fonctionne. Donc on a tout ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire des Américains et l'OPEP+, qui veulent un pétrole cher. On a des Chinois qui ont du mal à acheter le pétrole parce qu'ils ont une baisse dans leur consommation. Il faut savoir que les Chinois, en 2100, il n'y aura plus que 750 millions de Chinois, donc de toutes les façons, c'est une population vieillissante, comme nous. On a 41 ans, 42 ans d'âge moyen, ils sont comme nous, donc ils ont une population vieillissante, mais ils ont une population surtout qui ne se renouvelle pas. Parce qu'ils ont plébiscité un enfant par couple et que les gens ont favorisé les garçons aux filles. Donc dès qu'ils savaient qu'ils avaient une fille, malheureusement, ils se faisaient avorter. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forte population masculine en Chine et qui fait que le pays ne se renouvelle pas. Donc ils ont été un peu victimes de leur politique, les deux éléments.
Bref, on arrive sur cette zone-là. Alors, il y a un autre élément qui est bien entendu celui qu'on surveille tous, qui est les échanges entre l'Iran et Israël. Donc, à chaque fois que l'Iran va attaquer Israël, Israël va répondre. Et à chaque fois qu'Israël répondra, l'Iran va attaquer. Donc, c'est une guerre sans fin, en fait. Mais c'est une guerre sans fin depuis 1948 et même depuis avant. Même depuis avant dans toute cette zone, ce qui est un petit peu compliqué. Mais pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce que ça impacte à chaque fois le pétrole, ben vous voyez que donc, entre Israël et l'Iran, vous avez l'Arabie Saoudite. Vous avez notamment d'autres éléments. Le premier, c'est ce détroit ici, en face de Djibouti, donc le Yémen. C'est là où les Houthis attaquent. Hein. Donc, si vous vous souvenez un petit peu, le pétrole passe par ici. Et ici, en fait, les bateaux se font attaquer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire tout le tour de l'Afrique. En faisant tout le tour de l'Afrique, ils vont perdre beaucoup de temps, surtout quand le pétrole part d'ici. Et on n'a juste qu'à faire ça. Alors, on a ici un pipeline qui part de toute cette zone ici, parce qu'il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, il y a aussi le Bahreïn. Il y a pas mal de pays ici qui sont exportateurs de pétrole, fabricants de pétrole. Donc, ils font circuler le pétrole directement ici pour passer le détroit de Suez. Et pouvoir le canal de Suez, pardon, c'est pas le détroit, c'est le canal de Suez, voilà. C'était même marqué ici, je n'avais pas vu. Et du coup, ce canal de Suez permet de transit de tous les bateaux. Tout ce qui va se passer ici, alors l'Iran, il ne faut pas oublier que c'est un très gros pays exportateur de pétrole aussi, aussi gros que l'Arabie Saoudite. L'Iran, copain de la Russie et de la Chine, va donc vendre tout son pétrole à la Russie et à la Chine. La Russie, exportateur beaucoup de pétrole aussi. Et donc toute cette zone va exporter du pétrole. Et donc Israël va avoir des petits points ici, comme vous voyez, aussi de chargement des bateaux. Mais dès qu'on va avoir un conflit entre ces deux pays, sachant qu'Israël est un tout petit pays par rapport à l'Iran qui est gigantesque. Quand je dis tout petit pays, ça veut dire que quand on va frapper sur Israël, alors ils ont un très beau système de défense, mais si Israël est frappé, il y a de fortes chances qu'il y ait des installations pétrolières qui soient également frappées. Et Israël, quand ils vont répondre à l'Iran, la communauté internationale a demandé à ce que ne soient pas touchées, alors les bases américaines, mais ne soit pas touchée surtout la population. Et donc Israël a pour mission, si jamais ils répondent à l'Iran, qui devrait pas tarder à frapper en retour, et avec le Liban aussi qui est là, et va frapper des installations de pétrole ou des installations militaires. C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois. Donc cet échange-là génère beaucoup de tensions dans toute la partie d'exploitation du pétrole dans le monde. Donc vous voyez que toute cette zone-là, en fait, elle est assez compliquée parce que vous avez un petit peu les deux parties, les deux pays, les deux zones. Vous avez la partie BRICS et vous avez la partie de l'autre côté Europe, États-Unis, qui vont s'opposer dans cette zone, tout simplement parce qu'il y a bien entendu beaucoup de pétrole. Voilà, pour vous donner quelques chiffres, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'Arabie Saoudite, très gros exportateur de pétrole. Vous remarquez que l'Irak est deuxième. Si vous vous souvenez un petit peu de la guerre en Irak et que les Américains sont arrivés dans la zone ici et ont cherché les talibans et ils se sont trompés de pays, tout simplement. Ils sont allés chercher l'Irak, vous avez compris pourquoi, quand vous regardez les chiffres, tout simplement. Donc la capacité de raffinage, l'export, la production de pétrole et puis l'export de pétrole. Et donc c'est une très grosse partie de l'export de pétrole, que ce soit le crude oil, donc le brut, ou bien les produits dérivés du pétrole. Voilà. Donc je vais vous mettre cette image directement dans le Discord, comme ça vous aurez tous ces éléments sous les yeux. Je trouve que c'est toujours intéressant de suivre et de comprendre un peu comment cette partie du monde fonctionne. Et donc on se retrouve ici avec un prix de pétrole. Maintenant vous avez compris, quand on arrive dans les 100 $, le baril, alors il faudra remonter un petit peu plus. On va remonter sur 1000 jours. Voilà, si vous vous souvenez un petit peu, on était monté dans les 120, 130, 130 $ le baril, 129,74. Toute cette zone en fait a estimé que le prix normal moyen du pétrole ce serait 100 $ le baril. Alors vous voyez que 100 $ le baril c'est assez haut, c'est à ce moment-là qu'ils ont estimé que c'était ça, leur prix normal. On a heureusement pour nous, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qui allons à la pompe à la fin, et on a payé le pétrole, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai payé super 2,50 ou 2,70, alors à Paris c'est des prix un petit peu élevés, mais à un moment, dans cette zone-là, on a payé très cher l'essence, aujourd'hui on est moins de 2 €, on reste quand même sur des 1,80 ou 1,90 en fonction des stations-service sur du super samplon
Voilà. Donc, en dehors de ça, donc vous avez vu avec un peu de recul, parce que c'est important d'avoir un peu de recul, cette tendance, elle est effectivement baissière parce qu'on a eu un énorme excès ici. Mais si on oublie cet excès, si on retire cet excès, on s'aperçoit qu'on est quand même compris entre ces deux bornes, donc 93, qui est quand même assez élevé, mais qui est là lorsqu'il y a des tensions géopolitiques et des déclarations, des baisses de production. Et puis ces 66, 67 qui sont là et qui, à chaque fois qu'on arrive dessus, résistent bien, tout simplement parce que les grands de ce monde, les grands exportateurs de pétrole, souhaitent que le pétrole reste au-dessus. Donc que ce soit des déclarations, des problèmes géopolitiques ou d'autres choses, il y a toujours quelque chose qui fait que le pétrole remonte. Donc on reste bien dans ces deux zones. Et là, voilà, c'est pour ça qu'on a expliqué que cette zone-là, pour moi, c'était une zone plutôt intéressante à l'achat. Et je vais finir par le gold. On fera un petit tour sur l'euro-dollar aussi. Voilà, donc le gold, c'est une tendance haussière, hein, sans aucun doute. Hein, même un débutant analyse technique l'a bien compris. Donc on est longtemps resté en dessous des 2000. Voilà, sur le 2000, vous voyez qu'on était compris entre deux bornes, à peu près ici, et on a franchi cette partie assez facilement en début d'année 2024. Vous avez un dossier sur l'or la semaine dernière qu'on a fait ça, ça vendredi, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait. Et donc on se rend compte que l'or continue à monter. Alors dans toutes les hausses, vous voyez qu'elle n'est pas phase de retracement. Donc idéalement, si vous voulez rentrer sur un sous-jacent, attendez toujours une phase de retracement, quitte à rater une petite partie de la hausse. L'or reste une valeur refuge. L'or reste aussi une valeur que toutes les banques centrales achètent, notamment la Russie, la Turquie, le Kazakhstan. Alors ça a l'air d'être petites banques centrales, mais ce sont aussi des gros exportateurs de pétrole. Et donc tout le monde commence à essayer de faire un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire avoir des fonds et des réserves en or assez importantes. Pour terminer avec l'euro-dollar, on a fait une petite baisse. C'était en 2022, voilà, on est passé sous la parité, si vous vous souvenez, ça n'a pas duré très longtemps, mais on est passé sous la parité de 1 dollar. Ici, on est resté en dessous, on est revenu intégrer cette zone-là. Et là, on est dans une espèce de range, donc il y a un range assez facile, entre guillemets, c'est-à-dire, quand je dis facile, quand on arrive sur des niveaux en dessous ici, il faut prendre du temps, hein, c'est pas du trading scalping, hein, c'est des prises de position sur du moyen long terme. C'est-à-dire quelques semaines, voire quelques mois. Quand vous arrivez dans cette zone ici, alors ici c'était pas mal, c'est un peu haut mais c'était pas mal, vous pouvez acheter et puis attendre, et quand vous arrivez sur du indice à 11, commencez à alléger un petit peu vos positions, quitte à sortir. On est dans cette espèce de range qui expliquait aussi, et notamment parce qu'on attaque beaucoup le dollar. On attaque beaucoup le dollar, c'est-à-dire que les BRICS en fait ont décidé de vivre leur vie sans le dollar, de s'acheter, de s'échanger le pétrole sans les dollars, et de faire beaucoup de choses comme ça sans les dollars, ce qui explique que si on a besoin de moins de dollars pour acheter du pétrole ou d'autres choses comme ça, eh bien le dollar en fait va être attaqué. Alors on est sur l'euro-dollar, ça veut dire que pour 1 euro, combien est-ce que j'ai de dollars? Donc si j'ai 1 euro, j'ai 1,09145 dollars, ici c'est ce qui est marqué. Donc si jamais on s'apprécie, si jamais ce marché monte, l'euro-dollar, c'est l'euro qui prend de la force et le dollar donc qui s'affaiblit par rapport à l'euro, et inversement. Donc on a un euro qui s'est renforcé, qui s'est affaibli, puis là qui repart un petit peu à la hausse. Voilà pour le morning meeting, pour cette matinée. Donc attention sur cette semaine à ces différents éléments sur les deux news importantes de la semaine. Et encore une fois, si jamais vous ne voyez rien, ne faites rien. N'hésitez pas à faire attention, à prendre des petites tailles et à avancer par petites étapes.